Rien que la vérité. Aujourd'hui, le thème indépendance de la justice. 3 points de suspension, point d'exclamation, comme vous le voudrez. Nous confirmerons tout cela à la fin de ce rendez-vous. Avec nous sur le plateau pour réagir, informer, nous raconter et nous confirmer ce qui est ou n'est pas. Nous avons, dans un premier temps, le procureur de la République, Monsieur Prêtre. Bonjour, Monsieur Prêtre. Bonjour, monsieur. Nous avons, d'autre bord, 2 avocats avec nous que vous connaissez. Maître Rode, avocat historien, connu déjà des médias. Et nous avons Maître Falla, un maître qui s'est donné de sa personne, un avocat qui marque l'histoire lui aussi à sa manière. Toujours de ceux qui ont des exemples à nous donner, des vérités pour vous, à nous rappeler. Eh bien, nous avons M. Michel Roméo, que vous connaissez vous aussi, citoyen observateur, mais aussi président d'une association des usagers de la route. M. Michel Roméo, bonjour. Bonjour, monsieur Malaël. Bonjour à tous. Monsieur le procureur, je suis les avocats. Mais tout de suite, indépendance de la justice. Je ne donnerai pas trop d'indications sur ce que l'on doit s'imaginer ou interpréter. Je donnerai la parole à chacun sur ce plateau. Et pour reprendre le propos de Maître Falla, qu'y a-t-il de meilleur comme définition que vous donner des exemples? Ce rendez-vous est là pour cela. Confronter des expériences, des avocats, pourquoi? Parce qu'eux sont là pour représenter, mais surtout, nous nous attarderons à des faits qui vous ressemblent, des faits à l'échelle nationale, mais aussi à des articles de loi, pour que demain, nul n'ignore qu'est-ce que la loi. Mais tout de suite, partons sur des bases, puisqu'autant des avocats, et comme notre observateur citoyen le disait, se laissent sensibles à des choses. Un procureur est différent. Il doit rester d'un point de vue structurel, ce que dit strictement la loi, rien que la vérité. Donc donnons déjà tout de suite la parole à M. Prêtre, le procureur de la République. Le sujet de ce soir, c'est l'indépendance de la justice. Mais en fait, l'indépendance, pour l'indépendance, ça n'intéresse personne en réalité. L'indépendance, elle est simplement au service d'une qualité particulière qu'on attend de la justice, et cette qualité, c'est l'impartialité de la justice. C'est la capacité à pouvoir se détacher de la contingence, à pouvoir se détacher de la qualité, peut-être, d'une partie par rapport à une autre, à pouvoir se détacher de soi-même, de ses propres préjugés, de ses propres convictions, à pouvoir se détacher du contexte local, politique, etc., de manière à voir les choses telles qu'elles sont, le plus objectivement possible, le plus impartialement possible. Et un des moyens qu'on a trouvé pour ça, c'est d'octroyer, de donner l'indépendance à ceux qui ont la charge de rendre la justice. L'indépendance par rapport à toutes ces contraintes. Merci. Je retiendrai quelques mots sur lesquels je vous demanderai de nous aider. Indépendance égale impartialité, détachement. Nous avons entendu aussi détachement de contexte, détachement de contingence et bien d'autres sur lesquels nous vous tiendrons compte, monsieur le procureur. Mais tout de suite, vous verrez que être avocat et être procureur ou être juge, même si tout cela, nous pourrons dire, c'est sous la casquette de magistrat, les avocats nous donneront un autre axe, toujours dans ce type de rendez-vous. Commençons par Maître Rode, si vous voulez bien. Maître Rode, le micro. Donc, dans un premier temps, pour vous, indépendance de la justice ou indépendance et justice? Je scindrai les mots indépendance et impartialité. Je prendrai l'indépendance stricto sensu au sens d'une justice souveraine. Il n'y a pas, il est vrai, avec la Constitution de la Ve République, une puissance judiciaire, parce que Debré, le père, l'a dit, et je crois c'est vrai, il n'y a pire chose que le gouvernement des juges. Il faut donc que les juges, eux aussi, soient à leur place. L'indépendance signifie qu'ils ne s'occupent que d'une chose, la justice,
En ce sens, il doit rendre une justice souveraine, impartiale, équitable, et j'ajouterai le mot que Badinter a ajouté pour le serment des magistrats et qui a semblé à tous, et je crois que c'est une erreur, une appréciation incluse dans le mot indépendance et dans les mots indépendance et impartialité, j'ajouterai le mot humaine. Parce que de dire, d'affirmer et d'arriver à ce que la justice soit humaine, c'est manifestement la meilleure des choses. Et c'est pourquoi Badinter a ajouté le terme humanité au serment de l'avocat, parce que l'avocat doit agir lui aussi avec humanité. C'est supposé pour les juges, mais je pense que cela va encore mieux en le disant. Voilà ce que je dis à propos du serment de la magistrature qu'on n'a pas voulu changer, mais qui aurait pu être humainement complété par ce terme tiré de l'homme lui-même. Merci, Maître Rode. Donc déjà, je retiendrai citation de Debré et de Badinter, mais surtout, dans l'association d'indépendance dite à la justice, vous retenez surtout justice souveraine. Donc j'essaie déjà de placer quelques mots-clés qui nous seront utiles tout à l'heure dans le débat, dans les anecdotes qui sont dites, et vous en verrez le sens. Et notamment, un autre mot fort avec Maître Rode, justice humaine, donc impartialité avec le caractère humain. Mais tout de suite, passons avec Maître Fallah, qui nous donne son sentiment, sa vue, par expérience aussi influençable, de tous ceux qu'il a eu à défendre dans sa longue carrière, de l'indépendance dans la justice, ou indépendance et justice. Maître Fallah, c'est à vous. L'indépendance de la justice est une utopie. C'est une notion en point d'ambiguïté. Bref, elle est toute relative. L'indépendance de la justice, pour la saisir, il faut la situer à la fois dans l'espace et dans le temps. Y a-t-il une justice indépendante, par exemple, en Guadeloupe? Parce qu'il faut être sérieux. Je réponds non. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier que la justice est rendue par des hommes. Des hommes qui ont leur philosophie. Des hommes qui ont leurs opinions, leurs préférences. Quand il s'agit de juger, par exemple, un syndicaliste, quand le lobby colonial ou économique intervient, téléphone au préfet qui lui-même essaie d'appeler le président du tribunal. Ça, on ne le voit pas. Mais ça, nous le savons. Nous ne sommes pas des naïfs. Peut-on parler d'indépendance de la justice? Il y a aussi un autre fait. Les magistrats sont désignés par l'exécutif. Par exemple, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le président de la République qui mande, qui norme, qui désigne les membres, les 9 membres du Conseil supérieur de la magistrature. C'est un politique. Par conséquent, parler d'indépendance de la justice, naïvement, revient à tromper les téléspectateurs. Il faut qu'on sache qu'en pratique, l'indépendance de la justice est une utopie. Pour être gentil, elle est toute relative. Merci, Maître Fallah. Donc, comme vous le voyez, déjà se démarque des avis par un parcours, mais surtout, comme à notre habitude, vous aurez des faits pour asseoir chacun de ces propos
en termes d'introduction. Donc nous ne sommes qu'à l'introduction, mais donnons déjà la parole à un observateur qui se veut, rappelez-vous, celui qui a su influencer ceux qui sont là pour nous protéger par l'intermédiaire des radars, qui a su dire ces radars sont mal placés, ces radars mésestiment des situations et qui a eu une influence. Parce que souvent, dans l'ombre des personnages pour nous, nous n'avons pas forcément la reconnaissance. Donc, c'est pour cette raison que ce monsieur a sa place parmi nous comme citoyen observateur de marque, mais notamment aussi président des usagers de la route. Entendons Michel Roméo. C'est à vous la parole pour votre introduction. Bonsoir, Monsieur Malael. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Je vous remercie beaucoup de me donner cette possibilité. Le sujet est important. Il est très important parce qu'il interpelle beaucoup de gens, non seulement les citoyens, mais aussi les magistrats. Et je le dis parce que j'écoute parler. Et le terme indépendance, c'est un désir profond que chacun aspire à avoir, mais malheureusement, il y a un problème profond dans ce domaine. Et lorsqu'on parle d'indépendance, on parle d'indépendance par rapport à quoi? Indépendance par rapport à l'autorité, indépendance par rapport aux citoyens. Ça, c'est très important. Et je vais rapidement essayer de porter une précision à ce sujet. Lorsque vous rentrez dans un tribunal, et ce n'est pas le procureur qui va me contredire, vous avez le symbole de la justice qui est la balance. Alors, pour qu'il y ait justice, il faut que les deux plateaux de la balance soient équilibrés. Or, en ce qui concerne la manière de rendre la justice, puisqu'on parle d'indépendance, le thème est précis, sur un plateau de la balance, vous avez l'État, ensuite vous avez le ministre nommé par l'État, vous avez les représentants de justice, procureurs et autres, vous avez les avocats et tous ceux qui travaillent dans ce domaine. Pour que justice naturelle, pour qu'il y ait justice naturelle, il aurait fallu qu'il y ait d'un côté l'État et de l'autre côté la justice, ce qui n'existe pas. De ce fait, le système, comme le disait Maître Falla, est complètement déséquilibré. Et de par ce déséquilibre, ça cause aussi des problèmes, non seulement aux justiciables, mais aussi à toutes celles et ceux qui travaillent dans ce domaine. Alors, dire que la justice est indépendante, sans définir exactement par rapport à quoi, c'est une utopie. Elle ne peut pas être indépendante non plus par rapport à l'État, puisque c'est l'État qui nomme. Chose certaine, par contre, c'est que ce soit dans la population, ou que ce soit dans toutes celles et ceux qui travaillent, qui servent dans ce domaine, beaucoup, une majorité, effectivement, ont ce désir d'une justice indépendante, mais dont on aura beaucoup de mal à mettre en application dans la société dans laquelle nous vivons. Merci, Monsieur Michel Roméo. Je rappelle donc choisi parmi nous autres citoyens pour son observation, puisque lui aussi contribue. Et à chaque émission, nous aurons un citoyen observateur qui s'associera sur le plateau entre procureurs, magistrats, juges, avocats, techniciens du droit, spécialistes de la question. Mais tout de suite, puisqu'un propos a été tenu, donc, et je le dis devant vous, donc, monsieur le procureur, je vous demande de ne jamais hésiter s'il faut réagir pour que l'information reste de l'information. Donc, je reviens à monsieur Michel Roméo, donc, qui a parlé du symbole de la justice. Qu'est-ce que le symbole de la justice, monsieur le procureur, et qu'est-ce que vous y mettez derrière, et après vous reviendrez, monsieur Michel Roméo, avec les avocats. Déjà, monsieur le procureur, donc, monsieur Roméo a parlé d'un symbole. Qu'est-ce que ce symbole, s'il n'y a qu'un seul symbole, et qu'est-ce qui est mis en philosophie, en théorie derrière? C'est vrai qu'on peut aborder le problème par les symboles. On les connaît. Il y en a trois. Il y en a trois en fait de symboles. Certains ont été évoqués par M. Roméo. Donc la balance, il y a aussi le glaive, et il y a bien sûr le bandeau. Voilà, ce sont les trois symboles principaux, je dirais, de la justice. La balance, M. Roméo l'a parfaitement expliqué. Donc c'est la recherche d'un équilibre, la recherche de la possibilité de permettre à des gens de se contredire à égalité, pour qu'ensuite on puisse trancher de manière éclairée. La vérité sort de la confrontation de points de vue antagonistes, de points de vue différents. Pas forcément une confrontation armée, puisqu'elle est organisée dans le cadre du procès, c'est fait pour ça.
Le glaive, c'est parce qu'il faut exécuter les décisions. Il ne suffit pas de décider. Il faut que ça se traduise dans les faits. Il faut que les gens à qui on a accordé, par exemple, des dommages d'intérêt puissent se faire payer. Il faut que la personne qui a été condamnée à faire de la prison puisse y aller. Voilà, c'est tout simple. Et puis le bandeau, c'est précisément le symbole de cette indépendance par rapport à quoi ? Eh bien, par rapport à l'environnement. Donc la déesse Thémis, elle avait un bandeau sur les yeux pour ne prendre de décision que en elle-même, sans regarder les apparences, sans regarder si celui-ci est bien habillé, celui-là moins bien, si celui-ci est plus riche, si celui-ci a de l'autorité, etc., etc. C'est ça le symbole du bandeau. Mais je crois que la question est un peu plus complexe, si vous le permettez, que simplement les symboles. L'indépendance, elle doit effectivement se regarder par rapport à certaines choses. Elle doit se regarder, moi je pense d'abord par rapport à soi-même. C'est le propos, me semble-t-il, en partie, tout à l'heure de Maître Falla. On doit être indépendant de soi-même, on doit se détacher de soi-même pour pouvoir parvenir à être impartial, sans a priori, sans préjugés, en tout cas avec le moins d'a priori possible, le moins de préjugés possible, parce que moi je suis très modeste par rapport à tout ça, et effectivement nous ne sommes que des hommes. C'est pour ça qu'il faut que ce soit bien encadré. Voilà. Deuxième type d'indépendance, c'est l'indépendance par rapport aux autorités, on va dire. Bon, les autorités, vous avez évoqué l'État, mais l'État, heureusement, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas dans le procès, il n'est pas dans la salle de justice, l'État. L'État n'est pas représenté, si ce n'est que parfois quand il est mis en cause ou quand il est demandeur. Mais il n'y a aucun représentant de l'État dans le procès pénal ou dans le procès civil, il n'y en a pas. Il y a un représentant par contre de la collectivité, un représentant de la société, comme on dit. C'est le procureur. Mais ce n'est pas un organe de l'État, ça n'est pas un commissaire du gouvernement, c'est un procureur. Alors, et troisième, si vous permettez, troisième type d'indépendance, c'est l'indépendance par rapport à l'opinion, par rapport à ce que tout le monde pense, par rapport à des politiques publiques, par rapport à des idées qui seraient à la mode. Et on sait bien que tout ça évolue beaucoup. C'est une indépendance qui doit être respectée. Et puis dernière idée, si vous permettez, Monsieur Mahalèche, j'en resterai là, cette indépendance doit avoir des limites. Elle doit être limitée. Parce que penserait-on d'une justice qui serait complètement en dehors de la vie ? Que penserait-on d'une justice qui serait incapable de considérer la spécificité d'un territoire, d'une terre ? Que penserait-on d'une justice qui serait incapable de considérer la situation respective de deux personnes qui sont quand même notoirement différentes ? Donc vous voyez bien qu'il faut qu'il y ait une indépendance, mais pas une indépendance aveugle et technocratique. Il faut que ce soit une indépendance humaine. Je veux bien reprendre le terme, je l'emprunterai avec grand plaisir. Merci. Alors, déjà, comprenez que dans ce concept de rendez-vous, chacun se remet en question, mais chacun aussi accepte la confrontation, mais chacun aussi doit accepter ce qui est. C'est-à-dire, et là, et c'est au monsieur Roméo, excusez-moi de vous appeler par lapsus maître, donc Michel Roméo, donc observateur citoyen. Je voudrais quand même que le procureur ait une question, c'est-à-dire qu'il est resté modeste sur ce propos-là, c'est-à-dire que M. Roméo, vous avez quand même résumé la balance en disant, d'un côté de la balance, le symbole, parce que c'est de l'information aussi que nous faisons sur ce plateau, oui, laissez-moi faire la phrase, il y a la justice, et de l'autre, il y a l'État, où on devrait comprendre l'État, mais qu'en fait, il y a la justice d'un côté avec l'État du même côté. Donc, il vous a dit que l'État, en théorie, dans ce symbole, n'a pas sa place, mais je vais aller plus loin au niveau de la question du procureur, et je vous donne la réponse là-dessus. Après, on donne la parole aux avocats. Donc, il nous reste maintenant moins de 12 minutes pour la première partie. Monsieur le procureur, est-ce qu'on peut se permettre de dire, dans cette notion de balance, qui est sous la balance ou pas, ou la balance reste juste le symbole de cette notion d'équité? Est-ce qu'on peut se permettre d'utiliser le mot balance, donc le symbole de la balance, pour dire d'un côté il y a un tel et de l'autre une autre personne, comme vous l'avez fait, donc peut-être malheureusement, en disant d'un côté il y a la justice et de l'autre il y aurait, quelle que soit la personne, mais qu'il y a quelqu'un. Est-ce qu'on a le droit, dans cette notion de symbole in seres, utiliser la balance pour ça? Oui ou non? Non, dans les deux fléaux de la balance, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, il y a ceux qui demandent la justice, c'est simplement ceux qui demandent la justice, c'est-à-dire cette justice que l'on doit leur rendre. Il y a d'une part, quand c'est un procès civil, eh bien, c'est deux parties qui ont des intérêts divergents, ils sont chacun dans la balance et on va peser
les arguments pour et contre des uns et des autres. Et quand c'est la justice pénale, la balance est entre celui qui a commis un fait qui viole finalement l'unité de la société et la société, pas l'État, la société tout entière. D'accord. Monsieur Michel Roméo, si j'ai demandé au procureur, ne voyez pas le mot corriger ce propos, c'est qu'on doit, c'est dans un cadre strict d'information, donc on est tous influencés par nos avis, mais vous comprenez qu'on ne peut pas avancer dans ce débat si, quand l'un d'entre nous a peut-être employé un mot et l'interprété dans un contexte, que vu que c'est de l'information que l'on fait, on doit le corriger tout de suite et non pas à la fin de l'émission. Mais je vous laisse donner le propos et après nous devons entamer ce débat avec nos avocats. Oui, c'est important ce que vous dites. Je ne me situe pas sur le même cadre avec monsieur le procureur. Je m'explique. Mais vous avez repris un symbole du tribunal en y mettant des mots, en disant d'un côté de la balance, vous voyez la justice, du même côté, vous voyez l'État, vous voyez, la justice ne se pose pas sur un côté de la balance. Vous avez repris le symbole pour dire ça. Mais corrigeons très rapidement, ce n'est pas l'objet principal du débat. Rien ne peut être plus réaliste que ce que j'ai dit, puisque dans le monde dans lequel nous vivons, s'il y a un symbole de justice, la balance, dans le symbole de la justice, c'est parce que ça représente quelque chose. Quelque chose. Oui, ça représente quelque chose. La justice, c'est l'équilibre. La balance doit être juste. Oui, l'équilibre. Juste. D'accord, absolument. Donc, ce que j'ai voulu montrer, par la connaissance du monde dans lequel je vis, ce que j'ai voulu démontrer par mon intervention, c'est que si on parle d'indépendance dans le cadre de la justice, des deux plateaux, il devrait y avoir d'un côté les services de l'État et de l'autre côté la justice, pour être équilibré. Maintenant, je sais pertinemment que cette chose est impossible dans le monde dans lequel nous vivons. Je crois qu'il ne faut pas la souhaiter, monsieur Roméo, parce que la justice, elle n'est en face de personne. La justice, elle est au milieu, elle pèse. Elle pèse. Son travail, c'est de peser, c'est de regarder le résultat sur la balance. Voilà. Mais elle n'est pas dans la balance. Dans la balance, il y a ce qu'on vend. Vous savez, quand on vend des légumes au marché, on met les légumes, on met les poids, et le commerçant regarde le résultat sur l'aiguille de la balance. Eh bien, la justice, c'est le commerçant. Ça n'est ni les légumes, ni le poids. Ça devrait être ça, monsieur le procureur. D'accord. Mais dans les faits, c'est pas tout à fait ça. Monsieur Roméo, il ne faut pas qu'on accorde plus d'une minute à cette virgule, parce que vous savez que vous avez beaucoup plus que ça à dire aujourd'hui. Mais c'est juste, quand j'ai le sentiment que l'un d'entre nous s'écarte, il faut qu'on le remette justement dans cette notion de balance, ce que disent certains et pensent d'autres. Maintenant, revenons à Maître Fala et Maître Rode. Donc, je reprendrai quelques mots en introduction. Donc, Maître Rode qui nous disait, donc cette dépendance, il veut la distinguer du mot impartialité. C'est bien ça que j'ai compris, Maître Rode. N'oubliez pas pour le micro. Et surtout, c'est que vous voulez, donc nous avons maintenant moins de 8 minutes, donc nous garderons 4 minutes pour Maître Rode et d'autant pour Maître Fala, pour s'expliquer sur les mots choisis. Et dans la prochaine demi-heure, là, nous allons donner les arguments au titre d'exemple. D'accord? Mais surtout, aidez-nous à définir des mots que vous avez employés il y a un instant. Vous distinguez indépendance de la justice et impartialité, contrairement au procureur qui le disait tout à l'heure. Et après, vous avez insisté sur votre vœu ou ce que vous estimez être censé être une justice souveraine. 4 minutes. D'où vient la justice? La justice vient du souverain. Autrefois, c'était le roi. Il rendait la justice, 2 symboles de justice rendus par le roi. Il y a Salomon et il y a Saint-Louis. Et immédiatement, vous voyez les personnages et ce qu'il faut pour rendre la justice. Vous avez maintenant les 2 plateaux de la balance. C'est ce qui est appelé en termes plus techniques l'égalité des armes. C'est-à-dire, devant ce glaive qui s'arrête au moment de l'équilibre et qui permet de peser ce qu'il y a d'un côté de la balance et ce qu'il y a de l'autre côté, eh bien, vous avez le glaive. Mais le glaive lui-même a un double tranchant. Il est le glaive pour l'équilibre, il est aussi le glaive du pouvoir souverain de l'État qui fait exécuter les décisions de justice. Alors, le glaive représente 2 symboles. Voilà en ce qui concerne les symboliques.
mais je retiendrai le terme qui nous vient du droit anglo-saxon, celui de l'égalité des armes. C'est-à-dire, il faut que les deux parties, mais il y a parfois d'autres parties, et lorsque nous avons victimes, il y a partie civile, c'est une particularité du droit français, mais les deux parties, c'est le symbole. Il y a la victime qui a accès au procès pénal, c'est le code de procédure pénale qu'il veut, et alors il faut que cette égalité soit répartie quand il y a trois parties entre les trois parties, et que chacune ait la même possibilité, le même droit et la même capacité de s'expliquer. C'est pourquoi il y a les avocats. Alors, il vous reste encore une minute pour vous exprimer, un peu moins. Mais juste avant, vous ne m'avez pas dit. Donc là, il y a plein de sous-entendus de points de suspension, mais rassurez-vous, téléspectateurs, dans moins de 5 minutes, on va argumenter par des exemples forts. Mais, donc je vais vous donner la parole après la coupure, monsieur le procureur. Retenez ce que vous allez dire. Mais en moins d'une minute maintenant, vous ne m'avez pas dit en quoi vous distinguez, contrairement au procureur, le mot indépendance et le mot impartialité. Puisque lui, il a dit, ça c'est un tout. L'indépendance, c'est de l'impartialité. Et vous, vous dites que non, vous mettez ça en deux entités. En moins d'une minute. En moins d'une minute, l'indépendance, pour moi, c'est la souveraineté. C'est-à-dire une autorité, la justice, qui ne dépend absolument pas du pouvoir central, des lobbies, des partis. En ce sens, on peut parler d'une utopie ou d'un vœu, voire d'un vœu pieux, mais c'est ce vers quoi on doit tendre. Parce que grosso modo, la réalité, c'est qu'il y a, puisque nous sommes en Guadeloupe, une justice coloniale en Guadeloupe et une justice qu'on veut indépendante en France métropolitaine. Parce que les séquelles du colonialisme esclavagiste, au moment où je parle, sont encore présentes. Merci, Maître Rode. Mais je vous rattraperai donc les 4 minutes donc, de Maître Falla. Mais juste avant, je voudrais que tout à l'heure, que vous reteniez ces mots-clés qu'il a utilisés quand il a parlé de lobby, qu'il estimait ne pas avoir droit à une place dans cette notion de justice ou cette notion d'indépendance et cette notion de parti. Parti, entendons parti politique, je suppose, c'est bien ça? Le mot parti pris ou parti politique? Non, les partis, c'est les partis au procès. D'accord. Les partis, là, il y a le ministère public en pénal, il y a la défense et il y a la partie civile. Ça fait les trois parties du procès pénal. Donc, des mots et il y a les parties, le ministère public n'intervient pas sauf pour éclairer en matière civile. D'accord. Donc, celles qui sont au procès. D'accord. Accordons ces 4 minutes à Maître Falla. Donc, Maître Falla, vous avez parlé d'espace et de temps. Vous avez parlé d'utopie. Alors ça, tout le monde a très bien compris. Pour vous, ce vocabulaire d'indépendance de la justice, c'est un mot qui n'a pas de sens. C'est une utopie. Donc, revenons sur ce que vous voulez entendre par utopie et cette justice qui est amenée à être par des hommes. Et quand vous parlez du préfet, parce que vous avez cité, quand vous avez parlé de magistrats qui sont choisis, donc d'un point de vue du principe, on ne donne pas encore d'exemple, expliquez-vous sur ces mots forts d'espace, de temps, d'hommes choisis pour avoir une autorité. Donc, de fait, tout ça, c'est de l'utopie. Maître Falla. Dans mon pays de la Guadeloupe, parler d'indépendance de la justice fait des ordres. Comment expliquer qu'un magistrat m'ait mis en examen le 30 mai 2005 et qu'à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 2 juillet 2008, et que ces magistrats n'aient convoqué ni moi-même ni mon avocat. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux avec Maître Falla. Parce que on ne peut pas venir se gargariser des mots. On ne peut pas venir comme ça, traîner dans la boue l'honneur d'un homme. On ne peut pas vouloir à tout prix détruire cet avocat et sa famille, détruire son honneur.
et ensuite le laisser en examen éternellement comme un malfaiteur alors qu'il n'a jamais rien fait. Maître Fala, Comment vouloir, je vous en prie, non, non, non. Non, laissez-moi parler. Comment vouloir dans ce pays de Guadeloupe parler de justice indépendante et impartiale quand du même coup on salit un avocat, on le met en examen sans aucune raison valable pour faire scandale, pour régler des comptes. C'est la question que je pose à monsieur le procureur de la République. Merci. On va vous répondre tout à l'heure. Mais Maître Fala, dans la notion de pédagogie, la grande humilité, c'est donner des exemples quand on a dit au moment où on donne les exemples. Moi, j'ai donné mon exemple. Non, mais les exemples, c'était tout à l'heure, Maître Fala. Non, je donne merci. Mon exemple. Donc, nous faisons une légère coupure. Retenez votre souffle et on se retrouve dans un instant. Merci à vous, à la technique. Bonsoir et merci d'être resté parmi nous. Alors, je rappelle un tour de table rapide avant de rendre la parole à Maître Fala, juste avant la coupure. Donc, parmi nous, pour ce thème de l'indépendance de la justice, ou indépendance et justice, ou indépendance sans justice, ça à vous de voir. La conclusion n'est pas arrivée. Encore une trentaine de minutes avec vous. Donc, sur ce plateau, nous avons le procureur de la République en place actuellement en Guadeloupe. Entendons Monsieur Prêtre. Bonjour, Monsieur Prêtre. Nous avons aussi parmi nous un citoyen observateur qui a accepté de se retrouver sur ce plateau et d'être lui-même remis en cause parce que bien évidemment, chaque semaine, nous choisirons l'un d'entre vous pour être présent sur ce plateau, mais vous n'avez pas le parcours juridique, donc le risque des fois, c'est que l'on puisse vous réajuster certains mots, certaines interprétations. Donc pour la circonstance, nous avons M. Michel Roméo. Bonjour M. Michel Roméo. Bonjour M. Malael. Et à rappeler que M. Michel Roméo est aussi président des usagers de la route. Et c'est grâce à lui que de temps en temps, si vous voyez que l'on déplace des radars qui, à l'estimation de certains d'entre vous, qui étaient mal placés dans des virages ou qu'on avait réduit la vitesse, donc qui vous mettait dans des situations délicates, eh bien, c'est lui dans l'anonymat. Donc, il faut qu'il soit présent de temps en temps à l'écran. Mais bien sûr, émission juridique qui ne peut pas se faire sans des ténors, des techniciens du droit, ceux qui justement nous sortent de situations dont nous aurions pu nous éviter. Deux, ce soir, sont parmi nous. Maître Rod, avocat historien, bonsoir. Bonsoir. Et à ses côtés, Maître Fala, dont vous avez non pas pu découvrir, mais observer l'envergure, et à lui que je donne la parole tout de suite pour poursuivre. Maître Fala. Alors, nous sommes dans cette phase de indépendance de la justice. Alors, je dis bien, Maître Fala, et devant vous, ne pas cacher les autres aïens, d'accord? Donc, quel que soit ce que Maître Fala dit ou dira, parce qu'il sera toujours le bienvenu, je le dis publiquement, à nos émissions, mais Maître Fala, tout ça au cas dit, doit être en contexte à l'émission-là. Donc, indépendance de la justice, reprends la parole sur ce que tu nous disais. Un événement, à titre d'exemple, je dis bien, à titre d'exemple, nous a argué d'un événement perso, puisqu'il n'est pas le seul avocat, puisque Maître Rod aurait pu dire la même chose, mais s'il n'en parle pas, c'est peut-être parce que ça ne touche pas au thème de ce jour, mais là aussi beaucoup à dire Maître Rod aujourd'hui. 30 minutes à peine maintenant, à peine 27 minutes qui nous restent, rien que des arguments contradictoires pour vous montrer en quoi il est indispensable l'indépendance de la justice, en quoi l'indépendance de la justice est une utopie, ce n'est pas possible sur la planète Terre, que ce soit en Guadeloupe et ailleurs, et bien sûr, confrontation des idées, parce que c'est aussi comme ça, en vous donnant des idées différentes et qui ne tiennent pas ensemble, qu'on peut se faire nous-mêmes la nôtre. L'information juridique à votre disposition, Maître Fala, à vous la parole. Je vous donne, s'il le faut, 5 minutes, mais pas 5 minutes que pour parler de votre un seul argument, parce qu'en préliminaire, vous m'avez cité près de 5 arguments à étayer. Donc 5 minutes, à vous de les gérer à votre guise. Je persiste et je signe. Nous sommes en Guadeloupe, je situe la justice dans le temps et l'espace. L'espace, le temps, pour moi, c'est la Guadeloupe. Sinon, le débat n'a aucune importance. Le débat doit d'abord intéresser le citoyen guadeloupéen. La question est de savoir... Et Martiniquais. Oui. Martinique et en Guyane. Tous les colonisés, tous ceux qui sont dominés. La Martinique, la Guadeloupe, vous avez donné de l'eau à mon moulin, je vous en remercie. C'est tous les colonisés. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, il n'y a pas de justice indépendante. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que lorsqu'on constate,
et c'est un constat, qu'en Guadeloupe notamment, il y a des magistrats enracinés qui y sont depuis plus de 20 ans, qui ont des relations d'amitié avec des gens qui sont reçus, qui fêtent avec certains, qui mangent avec certains. Comment voulez-vous, lorsque moi, Maître Falla, je défends par exemple un syndicaliste de l'UGTG, je défends un sans-voix, quelqu'un de sans-voix, comment voulez-vous que ce magistrat qui mange avec un certain patronat et au vu et su de tout le monde, comment voulez-vous que ce magistrat soit indépendant, soit impartial, dans la mesure où ce magistrat a, n'est-ce pas, vis-à-vis de ce patron avec qui elle ou elle a mangé, eh bien, ce droit d'avoir une certaine reconnaissance. Et oui, les hommes sont des hommes, nous sommes tous des hommes. Il y a des amitiés qui se nouent, qui se tissent, et nous connaissons la sociologie des amitiés. Et oui, lorsque j'invite à ma table, lorsqu'on m'invite à une table, on échange, on se fréquente, on se conseille, on se console. Et oui, c'est la sociologie des relations. Et la sociologie, il faut que je définisse. La sociologie, c'est l'étude des faits sociaux et de leur interférence. Dans la mesure où moi, je reçois à ma table un magistrat, demain, nécessairement, ce magistrat est amené à me recevoir à sa table. Il se noue entre nous des liens d'amitié, de sympathie. Et si, pour une raison ou une autre, j'ai un ami ou une amie en difficulté, eh bien, je n'hésiterai pas à voir ce magistrat pour lui dire un peu, essayer, conseiller, et soyez le moins dur possible. Alors, Maître Falla, alors je ne laisserai même pas le procureur vous répondre, mais entre deux autochtones, même moi je vous le dirai, que depuis que ce que vous dites n'est pas propre ça ne retire rien à la force de votre propos. Mais n'oubliez pas, on doit donner des exemples maintenant. Donc je prends ça comme une introduction à vos exemples, mais vous aviez droit à vos 4 minutes comme promis. Ce que vous dites, nous verrons tout à l'heure par la force des arguments, est-ce vrai ou pas, et confronter aux avis des autres et informations des autres, mais ce que vous dites n'est pas propre à la justice ou l'indépendance de la justice, puisque malheureusement, et c'est moi qui le dis, donc je l'espère sans encore le dire, dans la politique, c'est la même chose, cette histoire de table, et je me rappelle vous entendre dire d'autres thèmes déjà réalisés, que nous sommes un peuple que l'on tient par le ventre. Donc, ne reprochons pas à notre peuple d'être tenu par le ventre. Donc, pour avoir telle influence, tel piston, pour dire le mot clairement, on parle de justice, mais nous sommes un peuple de pistons, et vous-même, je vous reprends à défaut dans un autre thème, l'avoir dit, de reprocher à des personnes qui ne sont pas des autochtones, donc qui viennent pour rendre la justice, on les veut peut-être de l'extérieur pour avoir cette distance, qui finissent elles-mêmes par s'acclimater et, pour reprendre vos mots, finir par devenir des personnes elles aussi du ventre. Donc, je ne dis pas que je suis contre de ce que vous dites, mais ce que vous dites n'est pas simplement propre à la justice. Et pour conforter ce que vous dites, mais en lui retirant quand même de la force, depuis maintenant plus d'une année que je réalise cette émission par l'interview du procureur, de vous, même les avocats, combien de compatriotes, plus de 90% de mes compatriotes qui me passent des coups de fil sous mes lignes directes, ne m'appellent pas pour me dire je suis victime de viol, je suis victime de violence conjugale ou je suis victime de situations claires définies par le droit, le code pénal, etc. Donc je voudrais rencontrer le procureur, mais pour amener de l'eau à votre moulin, me disent, veulent que je leur fasse rencontrer le procureur parce que nous, c'est tous les dits des Guadeloupéens, parce qu'ils sont mon important, ils veulent gérer BTI. Et c'est peut-être pour cette raison, et je laisserai le procureur tout à l'heure en parler, qui fait que des fois, nous avons des procureurs qui ne restent pas dans nos pays, justement, plus de 2 ans, plus de 3 ans, comme à Marseille, nous avons un procureur qui est là depuis 30 ans, parce que des fois, parce que je discute aussi avec eux, je ne retire rien à votre moulin, eh bien, vous avez des procureurs qui en ont marre, à force d'être
dans notre pays ou d'être dans un pays et de voir qu'effectivement, que ce soit des politiques ou des personnes, parce qu'ils ont accès à eux, finir par les noyer dans des besoins de piston. Donc, je ne retire rien à ce que vous dites. Je vous dis presque que vous avez raison, pour mon expérience à moi aussi, que des fois, nos compatriotes, donc ce n'est pas simplement les magistrats, on a ce réflexe du piston. Donc, ce n'est pas de la faute du magistrat, et là je réponds peut-être contre vous en vous disant que lui, il n'est pas indépendant, mais celui qui veut une faveur, c'est comment manipuler en face de lui, non pas un magistrat, mais un être humain, et entre autres qu'un magistrat. Donc, je ne retire rien, mais en même temps, j'espère avoir éclairci en ne disant que ce n'est pas propre au magistrat, ce n'est pas propre à la justice, parce que tout Guadeloupéen qui nous regarde, c'est que ça aussi, on le retrouve dans la politique, on le retrouve dans l'économie, par le mot simple, le mot piston. Nous aimons ça, et je reprends votre mot, nous sommes un peuple du ventre. Mais je vous redonne encore une minute, après je donne le procureur, parce que je pense qu'il ne pense pas comme vous, en dehors des propos que j'ai tenus. Mais allez-y, parce que maintenant, c'est des exemples. Non, mais je persiste ceci. Je suis avocat, et j'exerce ma profession depuis déjà plus de 32 années. Je vis des réalités d'avocat, je dis bien d'avocat avec des clients. Je suis au tribunal, j'observe, j'écoute, je constate. J'ai des jugements, et les jugements sont là. Par conséquent, ce que je dis, ce que j'avance, repose sur des faits. Maintenant, parlons des faits. Et des faits réels. Par conséquent, lorsque vous me dites... Non, j'assume, si je suis ici, c'est pour parler de faits réels, c'est pour être sérieuse, c'est pour éclairer justement les téléspectateurs, c'est pour leur dire la vérité et non pas, n'est-ce pas, leur faire croire, n'est-ce pas, que tout va bien alors que tout va mal. Tout va mal dans ce pays de Guadeloupe qui est une colonie. On me dit que la justice est indépendante. Je dis non, c'est une utopie en Guadeloupe. C'est une utopie parce que on ne peut pas, dans un pays colonisé, avoir une justice indépendante. C'est pas vrai. C'est une justice contre nature. On ne peut pas, dans un milieu colonial, avoir une justice indépendante et impartiale. C'est pas vrai. Lorsque nos syndicalistes, n'est-ce pas, sont traînés en justice, on voit comment ils sont traités, on voit les sanctions qu'ils reçoivent. Lorsque le patron, lui, est traîné en justice, on voit bien la différence des sanctions. Par conséquent, il faut être sérieux, il faut assumer, il faut être responsable. Moi, Maître Falla, je suis responsable, je suis un patriote. Je n'enlèverai un iota de ce que je dis. Et j'aurai la lune à ma droite, le soleil à ma gauche, comme le dit si bien M. le bâtonnier Rode, je ferai ma route. Merci, Maître Falla, d'avoir respecté le partage des temps. Donc, on revient sur le procureur pour réagir et rétablir à sa manière ce qu'il croit être cette notion d'indépendance et de la justice et des magistrats, puisque le mot était employé. Donc, vous êtes un peu leur porte-parole, même si ce n'est pas votre rôle ce soir. Maître Falla, donc à la prochaine occasion que je vous tends la main, des exemples. Le temps passe très vite. Mais, monsieur le procureur, monsieur le prêtre, donc vous avez entendu, donc, pour Maître Falla, entre autres, puisque pour le moment, c'est lui qui s'est exprimé sur cette question. Aux Antilles, en tout cas, pour lui, l'indépendance de la justice est une utopie, c'est quelque chose qui n'est pas techniquement, humainement, concrètement possible. Je n'ai pas envie de dire démontrez-nous le contraire, mais c'est à vous de parler. C'est vrai que dans cette Guadeloupe, il y a une longue tradition de la débrouille, une longue tradition du piston, c'est vrai. Je pense que c'est en effet une réalité, ça vient de loin, très certainement. C'est comme ça. Et moi, je dis une chose très simple. Et c'est ça, la mesure de l'indépendance de la justice. S'il y a des personnes qui ont pris des décisions, qui procèdent du piston et de l'avantage indûment donné à quelqu'un qui ne le méritait pas, c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. Et c'est ma responsabilité, parce que je suis le procureur ici, de la poursuivre. Eh bien, pas évidemment dans le cadre de cette émission, Maître Falla, j'attends des noms, j'attends des dates, j'attends des choses concrètes, et pas simplement des affirmations génériques sur une justice qui serait tendancieuse, une justice qui serait une justice finalement instrumentalisée, une justice qui aurait un autre objectif que précisément rendre tout simplement, impartialement, la justice à ceux qui la demandent et pour lesquels c'est le droit de pouvoir l'obtenir. J'attends des faits et pas simplement des paroles.
Merci. Bon, le propos est costaud sur ce plateau. Maître Falla a réveillé le procureur. Alors, nous allons commencer, on recommence doucement, d'accord? Donc, nous allons commencer par, Maître Roger, je vous donnerai la parole tout à l'heure, mais juste pour oxygéner, comme vous avez vous-même, vous êtes une personne de tempérament. Commençons doucement avec Michel Roméo. Vous avez des exemples à donner sur ce que vous caractérisez de cette impossibilité, vous aussi, vous partagez un peu cet avis de l'indépendance de la justice par certaines formes d'intrusion ou d'ingérence, et c'est moi qui le dis ainsi, que ce soit par d'autres pouvoirs, quand vous parlez de cette balance, donc il y a ceux qui font infléchir la balance plutôt d'un côté et qui ne permet pas cette équité, donc que ce soit au niveau politique, vous parliez aussi de lobby économique, donnez-nous des détails, expliquez-vous. Donc vous parlez en tant que citoyen observateur et vous êtes aussi président des usagers de la route. Je voudrais d'abord revenir sur le jugement de Salomon, que le bâtonnier Rode a fait allusion, je pensais en parler, parce qu'en fin de compte, la notion de la balance, qui fait partie de toutes mes interventions lorsque j'explique le monde dans lequel nous vivons, il nous reste 14 minutes au total. Qui est capitale, et dans le jugement de Salomon, couper l'enfant en deux, c'était les deux plateaux de la balance, bien sûr. Ce qu'il n'a pas fait. On n'a pas, oui, mais ça a rendu justice, parce que ça a réveillé la fibre maternelle. Bien, on n'a pas le temps de rentrer dans ce débat. Cependant, lorsqu'on parle d'indépendance de justice, je vais prendre trois exemples. Merci. Pour montrer qu'il n'y a pas d'indépendance, c'est un souhait, c'est un désir profond. Et je le précise, ce n'est pas un désir profond seulement des justiciables, c'est un désir profond, un désir humain, des magistrats aussi, de tous ceux qui travaillent dans le domaine. Donnez-moi vos exemples. Je prends l'exemple du mariage, du procès qui a eu lieu il n'y a pas longtemps dans l'Hexagone, où après 10 ans de mariage ou 10 ans de divorce, on a ramené devant la justice l'affaire du couple qui a divorcé, maghrébin, pour une histoire qu'elle n'était pas vierge le soir de ses noces. Bon. Ce sont des histoires de coutumes qui ne sont pas adaptées avec la France. Bien, je ne rentre pas dans les détails. Cependant, ce qu'on a constaté, c'est que parce que ça a fait scandale, à un certain moment, un ministre est intervenu pour dire de faire appel. Alors à ce moment-là, on ne peut pas parler de dépendance de la justice. Je prendrai un autre exemple que j'ai entendu de mes oreilles sur les médias. Il s'agit de l'autre côté de la planète où un magistrat a reconnu qu'il a été envoyé en poste en Polynésie pour protéger, avec mission prioritaire, de protéger un élu dans cette contrée. Ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses qui se font très fréquemment. Et le troisième exemple que je prendrai, puisque en tant que président de l'Association des usagers de la route Guadeloupe, Martinique, Guyane, je prendrai un exemple que j'ai souvent entendu aussi. Je n'accuse pas monsieur le procureur, mais il pourra, s'il le souhaite, bien dire quelques mots là-dessus. Nous avons souvent entendu monsieur le préfet, pas nécessairement celui qui est en place en ce moment, je parle de choses que nous avons entendues depuis les 18 ans que je suis président de la République, bien, qui a dit, pour tel et tel accident ou telle et telle situation, je demanderai au procureur de la République d'intervenir dans tel domaine pour que la sanction soit exemplaire. Alors, dans ces trois exemples, comment peut-on parler d'indépendance de la justice? Alors, je rejoins effectivement, ça me permet de rejoindre effectivement les interventions des deux avocats ici présents, parce que, mais ce que je voudrais dire surtout, et c'est très important, parce qu'il faut chercher l'équilibre, et ici aussi il faut informer pour apaiser les esprits. Nous ne sommes pas là, je ne suis pas venu ce soir pour pouvoir... Non, parlons pas de solution, que les exemples. Je dis quand même, c'est pédagogique ce que je dis, je voudrais dire et préciser que ce que nous appelons déséquilibre dans la justice, ou les exemples que nous avons montrés, ce n'est pas propre à la Guadeloupe, ce n'est pas propre à la Martinique, ce n'est pas propre à la Guyane. La dépendance de la justice par rapport à l'autorité, c'est une dépendance mondiale. Merci. Bon, alors je vais un peu recadrer, parce qu'il y a des éléments que vous ne nous avez pas dit malheureusement. Donc en fait, c'est que vous, ce que vous mettez dans cette absence d'indépendance de la justice, Monsieur Michel Roméo, c'est cette ingérence de la chose politique, donc un autre pouvoir que le pouvoir de la justice,
qui est censée être souveraine, comme on dit, et a été repris par d'autres. Donc le seul pouvoir qui est censé avoir une influence, c'est cette équité. Ouais. Et vous parlez d'ingérence de la chose politique, où vous dites qu'un ministre, donc dans une affaire de couple qui dure depuis donc une dizaine d'années, donc pour mettre bien le contexte, donc en fait c'est par rapport à des notions culturelles, donc qui n'ont rien à voir avec le droit français. Absolument. Donc il y a eu le mari qui voulait que sa femme soit vierge pour le mariage et qu'il a constaté le jour du mariage, lors de sa censée être première consommation, qu'elle ne l'était pas. Donc ça a duré 10 ans dans des procédures. Et un ministre, pour ne pas la citer, puisque c'est une affaire qui sera citée tout à l'heure par un autre avocat, a estimé qu'il avait le droit, comme ministre, de faire en sorte que cette affaire ait un terme, soit revu au niveau de la justice. Donc vous appelez ça une forme d'ingérence dans la justice qui ne devait pas être, justement. Et vous avez parlé de lobby colonial, vous ne l'avez même pas précisé, de ces fameux 50 pages géométriques. Donc vraiment, encore 40 secondes, donnez-nous ça. Alors, pour vous, il y a une ingérence du lobby économique. Absolument, puisque, comme je l'ai expliqué dans l'entretien que nous avons eu, depuis le début de l'humanité, nous savons que les êtres humains, pour pouvoir vivre, se situaient au bord des rivières, au bord des points d'eau, ainsi de suite. Ce qui fait que la Guadeloupe, la Martinique, notamment, parce que pas tellement... 9 minutes au total, hein? Allez-y. Même la Guyane... Pardon? Il nous reste 9 minutes au total. Oui. Même la Guyane, toutes les communes sont situées au bord de mer. Et les gens ont construit au bord de mer. Ça a duré depuis longtemps. Et l'État a décidé qu'il va se réserver 50 pages géométriques. Bien, c'est très bien. Mais ce que nous constatons, c'est que ici, les 50 pages géométriques concernent certaines catégories de personnes, tandis que d'autres peuvent construire légalement, de manière protégée, sur les 50 pages géométriques. Et on interpelle souvent M. le procureur pour le dire d'aller faire casser telle baraque de Guadeloupéens ou de Martiniquais, tandis que d'autres entreprises construisent légalement. Et c'est le cas aussi sur la Côte d'Azur, parce que c'est devenu quelque chose une norme. Une norme sur la Côte économique. Une norme économique, une norme, pas seulement une norme d'image, où des personnes fortunées viennent construire en France, sur la Côte d'Azur, et achètent ou monopolisent toute la plage et toutes les structures. Alors là, il y a aussi une forme d'ingérence, puisque c'est une protection même qui démontre que la justice, même si elle veut intervenir, ou même si elle veut dire, bon, c'est un petit Guadeloupéen, on va lui donner une faveur, eh bien, au-dessus, on dit non. D'accord. Donc pour vous, autant lobby politique que lobby économique. Religieux. Voilà, donc une justice à deux vitesses, à savoir que certains, les petits, les pauvres, eh bien, on applique le droit, strictement le droit, 50 pages géométriques, et quand des hôtels, donc ceux qui ont, on dira, de l'argent, une forme de pouvoir, donc économique, eh bien ceux-là, il y a une tolérance, le droit connaît une certaine souplesse. On redonne la parole au procureur là-dessus, parce que je suppose qu'il n'est pas d'accord sur cette justice à deux vitesses, et si éventuellement il avait un propos à tenir concernant ce qui a été caractérisé d'une ingérence de ministre par rapport à cet exemple-là. Monsieur le procureur. La justice est quand même organisée d'une manière particulière, avec une indépendance qui est différente selon le magistrat. Il y a les magistrats, vous savez, qui jugent, et puis il y a les magistrats qui sont les accusateurs publics. Les procureurs, c'est les accusateurs publics. Et en France, on a considéré que pour les accusateurs publics, pour les procureurs, il fallait que ce soit une indépendance particulière, une indépendance nuancée, parce qu'on a considéré que ce serait inadmissible que, au motif qu'on serait sous l'égide de tel ou tel procureur, de tel ou tel endroit, et pas sous l'égide d'un autre, le résultat puisse différer pour les mêmes faits. Il faut que la loi, dans le maximum possible, soit appliquée de la même manière à tous les citoyens. C'est le principe d'égalité. Et donc, c'est pour ça que l'indépendance de l'autorité de poursuite est nuancée et qu'elle peut recevoir des instructions de la part de l'autorité politique en particulier. Et ces instructions, par contre, doivent se faire de manière très particulière. C'est toujours par écrit, c'est toujours versé au dossier, ça n'est pas caché. Voilà, c'est ça, je dirais, la nuance. Mais par contre, pour les collègues juges du siège, ils ne reçoivent d'instructions de personne. Mais par contre, et pourquoi ne le ferait-il pas? Pourquoi n'entendrait-il pas tous ceux qu'il considérait devoir entendre? Pourquoi est-ce que telle ou telle personne, préfet ou pas préfet, puisque vous avez évoqué particulièrement ce fonctionnaire, ce haut fonctionnaire,
ne pourrait-il pas lui aussi donner son point de vue, dire qu'il demande que ce soit plutôt ça qui soit fait, plutôt que ça, parce que de son point de vue, c'est ça quand même qu'il faut faire, parce que de son point de vue d'administrateur, c'est nécessaire pour la population. C'est quand même normal que la justice prenne en considération, prenne en compte les avis des uns et des autres. Ça doit se faire par contre dans un cadre où l'impartialité, on revient au sujet, doit être garantie, c'est-à-dire que ces avis, ces productions, ces échanges de points de vue doivent se faire dans un cadre organisé où tout le monde puisse s'exprimer complètement et où les gens puissent se trouver à égalité, non pas de puissance, mais à égalité d'arguments devant une juridiction indépendante. C'est vraiment le sujet de notre émission. Merci, monsieur le procureur. Alors, je rassure tout le monde, donc l'émission connaîtra une deuxième boucle, puisque nous n'avons pas pu aborder tous les exemples comme convenu, mais la dynamique demeure, donc on respectera quand même le timing qu'il nous reste à peine 4 minutes pour cette deuxième partie, mais qui ne sera pas la dernière. On fera une dernière boucle comme à la tradition de ce rendez-vous, puisque nous ne sommes même pas à 20-30% de la substance que je sais qui est. Alors, Maître Fallah, juste avant de redonner la parole à Maître Rod, donc je rassure Maître Rod, vous l'aurez dans la troisième partie, c'est une continuité. Mais Maître Fallah, je crois que vous aussi, vous aviez un mot à donner sur cette notion d'affaires, ou sauf si vous réservez pour tout à l'heure, de ce couple maghrébin où ce ministre s'en est mêlé. Ou est-ce que vous estimez que la réponse du procureur met un terme à... Donc, quel exemple de maghrébin pour rester dans le timing, après vous aurez la parole après Maître Rod. Oui, l'exemple du maghrébin. Vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? À ce propos n'est que trop significatif. Vous avez une décision de justice qui a été rendue. Vous avez d'autre part un ministre ou une ministre qui intervient sous la pression. Sous la pression. Quelle pression? Quelle pression? Définissons désormais. La pression, l'opinion publique. D'accord. Une partie de l'opinion publique. En particulier de certains médias. De certains médias qui frappent fort, qui font fort. Et qui demandent de faire appel. Et appel a été fait. Je dis que... Maître Fallah, pour ceux qui ne se connaissent pas, parce que vous sentez les choses, parce que vous les vivez, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'en fait cette affaire était déjà... J'essaie d'interpréter, close, donc au niveau du droit, il y avait un terme et que des personnes politiques ont réinscrit un nouveau droit en faisant appel alors qu'il était trop tard, puisque même en faisant des émissions avec le procureur, j'apprends qu'il y a des délais pour faire appel. C'est une affaire privée qui n'intéressait que deux personnes. Deux personnes. Il a suffi que la presse en parle. Il a suffi qu'il y ait une pression médiatique pour que le ministre de la Justice ordonne de faire appel. Mais c'est absolument dangereux, très dangereux, monsieur le procureur de la République. Ça aurait pu m'arriver, moi. Non, mais ça pas à vous. Non, mais j'aime des exemples. J'aime bien parler de moi. Cet exemple, on a dit. Non, mais je veux dire, c'est absolument dangereux, c'est grave. Autrement dit, nous n'avons pas la sécurité juridique. Il n'y a pas de sérénité. Il n'y a pas de sérénité, mais il faut être plus fort dans l'expression. Il n'y a pas de sécurité juridique. Et c'est cette sécurité juridique à laquelle tous les citoyens aspirent. Parce que le juge, par définition, est là pour nous protéger, protéger nos libertés. Quand ce même juge, n'est-ce pas, fait une chose et son contraire, nous sommes en péril. D'accord. Maître Fallah, je vous donne. Mais juste un mot à Maître Fallah. Est-ce que Maître Fallah, ça vous, je pose la question et le procureur se gardera le droit de réponse aussi. Je sais, pour le peu que j'y connais en droit, que quand une décision a été prise par un juge, le système accorde au parti qui n'est pas d'accord, que ce soit par influence extérieure et tout, un délai pour faire appel. Ma question reste purement technique. Est-ce que vous dites aussi, en dehors de tout ce que vous avez déjà dit, que ce délai, selon le droit, avait été passé, donc en théorie, le droit ne permettait plus appel, et que même là, il y a quand même eu appel. Oui ou non? Non, on était encore dans les délais. On était encore dans les délais. Mais ce qui est grave, attention, c'est le fait que le ministre de la Justice intervienne pour qu'il y ait appel. C'est ce qui est grave. C'est ce qui est grave. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Merci.
vraiment une question de timing, donc je crois que nous sommes à la trentaine. Donc on donne juste au procureur sa réponse, nous faisons une coupure, et comme je dis que nous sommes qu'à maintenant peut-être 35-37% de la substance des arguments, donc on se retrouve après la coupure, mais quand même, pour 1 minute 30, le procureur, on le laisse répondre. Je n'ai pas dit qu'on ne revient pas sur le sujet. Mais pour la coupure, propos du procureur. Je vais simplement rappeler la loi. Et je dirais que pour ce qui concerne cette loi-là, je trouve que c'est une bonne loi. Voilà. La loi, c'est que quiconque trouve qu'une décision de première instance ne lui convient pas peut faire appel. Et ceux qui peuvent faire appel, c'est ceux qui sont concernés. Peuvent être concernés les particuliers qui sont directement concernés, mais aussi toute la collectivité. Et qui peut parler au nom de la collectivité, sinon les procureurs qui les représentent et le ministre de la Justice, dont c'est le rôle et la responsabilité. C'est exactement ça, sa mission et sa responsabilité. C'est de dire, je considère que dans cette affaire particulière, il y a un point important qui concerne tout le monde. Et je souhaite que ce point important par rapport à ce qui s'est passé entre ces deux personnes-là du côté de Lille soit revu une seconde fois, comme c'est la loi universelle. Tout le monde a le droit à voir une affaire importante pour lui jugée 2 fois. Voilà. C'est juste ça, c'est vraiment une bonne loi et un bon principe. D'accord, donc je crois qu'il nous reste encore entre 30 et 40 secondes. Je vous redemande à nous redonner les faits, qu'est-ce qu'il en était en cause? Donc moi j'ai dit que c'est un couple qui s'est marié il y a une dizaine d'années, je suis encore dans le vrai ou pas? C'est une affaire qui traîne depuis une dizaine d'années ou pas? Non, c'est pas le cas. Mais ça n'a pas une importance grande mais pour en gros, notre débat. Quoi? Mais ce n'est pas une affaire qui a duré 10 ans, ce n'est pas ça du tout la situation. Peu importe, il y a une décision de justice de première instance qui a été prise, un appel a été interjeté, c'est le terme technique, sur instruction du ministre de la Justice qui a une légitimité représentative dans ce pays, qui a le droit de parler au nom de la population qu'il représente en sa qualité de membre du gouvernement, un gouvernement qui vient de la voix populaire, de l'élection. Voilà. C'est ça la loi, c'est la loi française. D'accord. Donc comme vous-même vous le dites, si le ministre en est mêlé, c'est une question de contexte, parce qu'il représente aussi la société. Donc je me permets quand même, donc c'est une histoire, un couple, donc de tradition maghrébine. Donc apparemment, donc vous m'arrêtez vraiment si je me trompe sur un mot, mais je pense qu'il faut que je le dise. Donc dans leur culture, elle s'était promise à se marier vierge. L'époux, ayant constaté le jour du mariage qu'elle n'était pas, a demandé séparation. Et voilà un peu l'origine de l'affaire. J'ai dit une chose fausse ou pas là, avant de conclure? C'est à peu près ça. La question, c'est de savoir si oui ou non ce mariage pouvait continuer tel qu'il était sur une base qui pour l'un était le résultat d'un mensonge et qui pour l'autre est un mensonge qui était en fait reconnu. Voilà. Mais l'objet même de ce mensonge qui touche à la nature, à l'indépendance et au respect qu'on doit aux femmes est un sujet sensible aujourd'hui en France, un sujet qui est un sujet parfois de combat pour certains. Il fallait certainement, moi je suis tout à fait d'accord dans cette affaire, pour qu'elle puisse être revue une seconde fois par une autre juridiction. D'accord. Merci monsieur le procureur. Nous ne faisons pas plus long puisque on revient, donc pas de crainte de perdre, mais il faut vraiment faire la coupure. Merci à tous et rendez-vous dans un instant. Ce soir, l'indépendance dans la justice, l'indépendance de la justice, l'indépendance ou la justice, l'indépendance sans la justice, c'est à vous qu'il appartiendra. Et je m'excuse si nous n'avons pas cette notion de téléphonie en direct, d'intervention, etc. Mais nous essayons par la diversité des propos, de la contradiction. Et j'espère que vous appréciez. N'hésitez pas à nous écrire à Canal 10 Télévision Guadeloupe, Jarry, Bemao, donc 97 122. Pour nous dire ce que vous pensez, ce que vous mésestimez sur ceci, ou pourquoi pas, si vous n'êtes pas d'accord avec le procureur, écrivez-lui. Donc je m'excuse, une fois, j'ai peut-être laissé sous-entendre que le mercredi, le procureur était à votre disposition, mais à votre disposition par l'intermédiaire de la télévision. Donc ce n'est pas, donc mon propos était ouvert à des sous-entendus qui pouvaient laisser croire que le mercredi était porte ouverte au tribunal et que le procureur pouvait recevoir. Donc je m'excuse si j'ai fait des points de suspension. Non, c'est que le procureur se met à disposition tous les mercredis pour vous, quel que soit le sujet, quels que soient les invités. Il n'y a aucun souci. Donc venez nous écrire, mésestimer l'importance ou la qualité de nos propos, me juger, il n'y a aucun souci. Et je remercie vraiment tous ceux qui acceptent de venir régulièrement à ces rendez-vous. Un procureur quand même n'a rien à gagner, n'est pas payé pour être là.
Vous avez déjà pu voir des émissions et toutes seront de ce tempérament. Et je le remercie de se réveiller. Donc, je remercie même Maître Fala, des fois, de démarrer en turbo très vite. Mais je rassure tous les avocats qui voudraient intervenir pour ce type de rendez-vous, qui n'ont rien à craindre. Et je reprends en témoin le procureur. Donc, autant on respect dans la signification du mot du droit, de la loi. Mais, et j'anticipe sur le propos du procureur, ces rendez-vous sont presque des rendez-vous, non pas de diplomatie, mais sans crainte. Vraiment, si demain des avocats veulent jouer le jeu, et malheureusement, c'est que j'en ai rencontré qui, malheureusement, monsieur le procureur, ont peur de vous. Je le dis franchement. Ce n'est pas le cas de Maître Rode. Ce n'est pas le cas de Maître Fala, je précise. Ce n'est pas le cas de tous ceux qui sont déjà venus. Mais il y a quand même 200 avocats. On a le droit de laisser la liberté quand on parle. Et je sais que l'une de mes difficultés, c'est que voilà, nous avons une opportunité pour que vous savez, c'est une exclusivité mondiale. En France, aujourd'hui, vous n'avez pas de télévision. En Europe, vous n'avez pas de procureur qui accepte de se mettre en condition, qui accepte de se risquer quand même. Il n'a rien à gagner à venir là, rien. Il n'est pas un élu, il ne gagne pas de prime en plus, mais c'est qu'il veut servir le droit, la compréhension du droit. Je remercie donc aussi ces avocats, Maître Fala, son verbe, sa force, sa non-transigeance, même si le gamin que je suis face à lui, qui n'y connaît rien en termes de droit face à lui, se permet une certaine audace. Mais il connaît la volonté qui m'anime. Je remercie Maître Rode, qui est un historien, mais qu'un historien vivant, c'est-à-dire que ce monsieur histoire. Et il va vous en faire la démonstration à travers le thème, et je pense qu'il nous le fera souvent, d'être à la fois cet avocat imprégné de cette notion historique dans ce thème d'indépendance de la justice. Et même moi, je pense que je ne vais pas comprendre tout ce qu'il dira dans un instant parce qu'il m'a un peu briefé avant l'émission. Il va nous réexpliquer ce qu'on doit comprendre par le mot indépendance, le mot justice, l'association de ceci, la cohérence ou incohérence, utopie ou notion fantasmée ou notion souhaitée ou absoluté d'une réalité qu'il faudrait dès aujourd'hui partout en France et en Guadeloupe. Nous avons aussi M. Roméo, qui est notre citoyen de l'émission, citoyen choisi, citoyen accepté, citoyen observateur, mais aussi président des usagers de la route. Rappelez-vous, si parfois vous voyez un radar qui disparaît, d'un virage parce que ça vous perturbe, si parfois il y a un manque de signalisation pour cette notion d'honnêteté, de transparence, oui, vous allez payer le PV, mais parce qu'on vous a dit toute la vérité, qu'il y avait un PV tout à l'heure, qu'il y avait, excusez-moi, un radar à 100 mètres, que les normes étaient respectées dans le droit. Eh bien, c'est ce monsieur qui donne presque des titres leçons de droit, des fois, à nos grandes autorités, et que vous voyez des fois un radar qui doit être, mais qui est corrigé. Eh bien, c'est monsieur Michel Roméo. Même si, parfois, je vais un peu le bousculer sur le plateau, je lui demande de me pardonner, mais il connaît mes intentions. Maintenant, donnons la parole à Maître Rode, puisqu'il nous a fait la politesse et moi l'indélicatesse, ne lui a pas permis de s'exprimer pendant plus de 20 minutes. Maître Rode, donc dans cette notion d'argument, de fait, on est au stade des faits, et n'oublions pas la conclusion tout à l'heure, dans maintenant moins de 20 minutes, selon vous, s'il y a une solution ou pas, Maître Rode est allé chercher très loin, selon nous, mais je le laisse le dire, mais c'est un historien, donc pour lui c'est du quotidien et c'est du facile. Maître Rode, c'est à vous. Eh bien, je vais d'ailleurs débuter par là où on terminait un peu tout le monde, une question qu'on apprend au moment où l'on commence à balbutier avec le droit. Ça m'a renvoyé à mes 20 années à Montpellier, l'erreur sur la personne. Alors, qu'est-ce qu'on disait à cette époque à mon cours de droit qui faisait chahuter 600 étudiants? Un moine défroqué épouse une fille de très bonne famille. Et personne dans la famille ni la fille ne savait cela. Et c'est ce qu'on appelle l'erreur sur la personne. Moine défroqué, une très bonne famille catholique. Manifestement, ça ne peut pas aller. Il y a une raison de demander l'annulation du mariage
pour l'erreur sur la personne. Voilà le cas classique. Ça fait hélas plus de 65 ans que j'ai appris ça sur les bancs des facultés. Ici, là, M. le procureur l'a dit, Madame Rachida Dati, garde des Sceaux, a demandé à son procureur, puisque on connaît la hiérarchie du ministère public, c'est un organe hiérarchisé, c'est ce qu'on a voulu depuis le commencement des temps. Avant, il y avait le procureur du roi, aujourd'hui, il y a le procureur de la République, puisqu'on a changé de régime, et il appartient toujours aux représentants du peuple au plus haut degré, puisque c'est la justice déléguée, au garde des Sceaux de demander à son procureur de la République, par son procureur général, à ce qu'il fasse appel, rien de plus naturel. Enfin, qu'en droit musulman, mais ça peut rejoindre aussi le droit français, et c'est l'appréciation souveraine des juges, qu'on pense qu'il est convenu que la fille doive arriver vierge au mariage, elle ne l'est pas. Et manifestement, en droit coranique, c'est une erreur sur la personne. La nullité du mariage est acquise. Et en droit français, là aussi, c'est une disposition. La décision du juge peut paraître normale. Qu'il y ait, évidemment, avec le bruit que ça a fait, la nécessité de voir cela en cause d'appel, rien de plus normal, rien de plus naturel. À partir du moment où une des parties, et nous sommes en matière d'État, le ministère public a son mot à dire. Il y a les deux parties, mais la matière d'État, le procureur, parfois même dans certaines affaires délicates, les juges sont dans l'obligation d'envoyer le dossier pour avis au procureur, pas qu'il décide, mais le procureur il est un peu comme le père du régiment dans la justice, et il est là pour éclairer. Il défend la société, c'est sa mission principale, mais on le voit, il est là dans le tribunal. Généralement, il envoie sa toque pour le représenter, mais il y a des procureurs qui assistent aux audiences civiles. Donc, tout ça, rien de très normal. Alors, rien de très normal ou rien de très anormal? Rien de très normal. Ah, d'accord. L'appel du garde des Sceaux, le fait que le garde des Sceaux ait demandé au procureur de la République compétent de faire appel, absolument normal. Il n'y a rien à redire là-dessus. J'ai déjà eu une affaire comme ça, d'erreur sur la personne, et j'ai obtenu non seulement la nullité du mariage au civil, j'ai obtenu la même chose à Rome, puisque là, nous rapprochons du droit canon. Donc, il y a les médias, il plaît aux médias de mettre une affaire à l'ordre du jour, c'est le droit des médias. Rien là non plus de plus normal. Alors, pour venir au sujet de l'émission qui est bien choisi, l'indépendance des magistrats. Alors, l'indépendance de la justice. Eh bien, je vais vous donner l'exemple contraire. Quand la justice, et je viens de l'étudier, quand la justice n'est pas indépendante, et je vais vous donner une loi que l'on ne m'a pas apprise quand je faisais mon droit, et qui est l'ordonnance d'Alger du 6 juillet 1943, qui crée des chambres de révision afin que cette chambre de révision puisse voir toutes les décisions de justice, y compris les décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui avaient permis, sous l'influence des autorités, préfet ou gouverneur pour la Guadeloupe, préfet pour la France, aux juges de sanctionner ceux qui défendaient l'honneur de la France de l'époque. Eh bien, j'ai été à même de constater que 300 décisions de justice en Guadeloupe du 10 juillet 1940 au 15 juillet 1943 ont été annulées par la Chambre des révisions, y compris une dizaine de décisions validées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui est, comme on le sait, siégée à Paris sous l'œil vigilant de la Gestapo allemande. Eh bien, vous avez l'exemple, vous avez ces 300 exemples de décisions montrant comment la justice à l'époque était dépendante,
comment elles obéissaient aux ordres du gouverneur de l'époque, aux ordres de Robert, aux ordres de Vichy, aux ordres de Pétain et de Laval. Et le pouvoir à l'époque, le pouvoir politique, venu de cette capitulation du Parlement français honteuse, du Parlement et à majorité venant du Front populaire de Blum, ces hommes de 36 du Front populaire, se sont lâchés comme des ventres devant Pierre Laval le 10 juillet 1940. Et ce gouvernement, issu de la trahison et avec à sa tête le maréchal Féron, obligeait les juges à prêter serment devant le maréchal, tous les juges sauf un, et il a plu à De Gaulle de faire voir ce juge qui n'avait pas prêté serment était un juge dément. Tous. Et c'est là la chose épouvantable, la chose qu'on ne doit pas voir, mais c'est l'exemple contraire. J'ai pu voir 200 exemples où les juges avaient agi d'ordre du procureur, d'ordre du gouverneur, c'est-à-dire d'ordre venant ou de l'amiral, ou du gouverneur, ou du maréchal, c'est-à-dire de ceux qui étaient de la collaboration qui avait été avec Pétain, qui, comme je l'avais dit à Montpellier, avait mis sa main pleine de gloire dans la main pleine de sang d'Adolf Hitler. Alors voilà la justice dépendante, c'est celle qui obéit aux autorités. Il y a aussi la justice dépendante, celle qui obéit au lobby. Je donne un exemple, mais je me cite moi, et le moi est haïssable, mais j'ai été dans un restaurant des plus chics ici, ça n'arrive pas souvent, mais on peut se permettre d'avoir des clients qui ne sont pas toujours pauvres, et un client qui n'est pas pauvre peut inviter son avocat qui travaille pour lui jour et nuit à venir dans un très riche restaurant, et j'ai pu voir un magistrat, ou pour être plus précis, une magistrate, qui, me voyant, alors que je sais pertinemment avec qui elle était à table, se sauvait au risque de se casser la jambe en me voyant rentrer et en me voyant quand j'étais là dans ce restaurant chic, et ce magistrat aussi, avec les gens d'un lobby extrêmement puissant, le lobby des béquets martiniquais qui domine la totalité de l'économie en Guadeloupe. Voilà des exemples que je vous donne, et à partir du moment où, comme dit mon confrère Fala, on déjeune, on dîne, on se reçoit, et évidemment, on est là depuis des décennies, on est au milieu d'une population, et on ne peut pas, c'est le CSM lui-même qui l'indique, il faut sur ce point-là qu'il y ait une mobilité des juges. Et quand le CSM prend cette position, quand les autorités supérieures prennent cette position, ce n'est pas pour critiquer le principe d'inamovibilité des juges, mais c'est pour qu'il y ait des juges qui ne sont pas copains-copains. Parce que, à force de faire copain-copain, les copains parfois vont avec les coquins. Voilà Merci. Ce que j'avais à dire. Alors, maintenant, vous avez d'autres arguments, mais essayons de faire ça maintenant en 2 minutes, puisque du coup, nous serons piégés nous-mêmes par le timing. Vous m'avez aussi en préambule parlé de la justice traditionnelle. Donc la justice française aurait dû rester une justice française traditionnelle. Revenez sur ce point, puisque selon vous, l'indépendance de la justice y trouve certaines sources. Oui, bien sûr. Oui. La justice traditionnelle, voilà. Au départ, avocat et magistrat. Au départ, avocats et magistrats. En quoi ça joue sur cette indépendance? Non, c'est l'histoire. C'est l'histoire des Robins. C'est l'histoire de la magistrature et de l'avocature en France. 2 minutes. Et pendant des siècles, c'était la même source. Jusqu'au moment où il a été créé l'école de la magistrature par Debré. Et Debré avait bien dit aux avocats, est-ce que vous ne souhaiteriez pas, aux ordres d'avocats, aux associations, est-ce que vous ne souhaiteriez pas qu'avocats et magistrats soient toujours dans la même famille? Parce que c'était cette famille d'avocats et de magistrats qui rendait la justice. Tout le monde, il est vrai, en 40, avec Pétain
tout le monde a prêté serment, mais les avocats n'ont pas prêté serment, mais ils étaient aussi à plat ventre que les juges de cette époque lamentable. En quoi ça joue sur cette absence d'indépendance? Mais non, mais là, Pétain, serment de fidélité, c'est la servilité totale. C'est pas une question, on ne peut pas parler d'indépendance. Je parle là de la dépendance. Et je dis, on peut voir l'indépendance par opposition à la dépendance. Et alors, Debré père avait dit, il faudrait qu'avocats et magistrats soient à la même école, on ferait une école beaucoup plus grande que celle de Bordeaux. Et les avocats ont refusé, d'où maintenant, il y a l'école des avocats et l'école des magistrats. Il y a deux écoles différentes. Et à la limite, on est en train de comprendre ça sur le plan tant de la Guadeloupe que de la Martinique, que de la France profonde. Maintenant, on arrive à une véritable opposition avocat-magistrat. Et nous avons de plus en plus de ces conflits. J'en suis victime, mais je ne parle pas de cela. Je suis... D'accord. J'ai terrassé la Cour de sûreté de l'État français qui faisait trembler les généraux, qui vous faisaient trembler. Alors, c'est pas ça qui est de nature à m'effrayer. Alors, je vous dis, je termine. Parce que là, je suis dans mon timing et je vous fais des cadeaux. Alors, là, je finis, mais ça c'est vous à empêcher qu'on rate. Voilà. Là, moi, je dérape pas, je termine. Et je dis que maintenant, il est regrettable qu'on se soit séparé des traditions anciennes et que ce que l'on appelait autrefois la foi du palais est en train de disparaître. Voilà. Merci. En quoi le traditionnaliste que je suis est en même temps un révolutionnaire. Bon, maître, et cette fois, excusez-moi, non, ne lâchez pas le micro, s'il vous plaît. Nous allons donner la parole à autrui le temps que vous reveniez. Donc, je veux que vous m'expliquiez en quoi le fait qu'il y avait une certaine autonomie, une certaine indépendance justement des avocats, une certaine tradition, que maintenant, quand on est passé à ces députés qui sont des élus, que justement ça contribue par ce fait d'élection de députés, que la justice n'est plus si indépendante que ça. Mais pas maintenant, parce que je crois qu'il faut que vous vous rappeliez un peu l'argument. Et avant, vous disiez aussi que les avocats et les juges étaient formés à la même école et que maintenant, juges sont formés dans une école, avocats dans une autre, et qu'apparemment, selon vous, ça n'aide pas à cette indépendance. Enfin, vous l'expliquerez tout à l'heure, puisque avant, pour être juge, il fallait être un certain nombre d'années avocat. Donc, cette notion de cohésion pouvait permettre éventuellement à une indépendance, à une partialité de cette justice, mais impartialité. Et le dernier point, vous voyez que c'est important aussi, donc il faut que vous le disiez, parce que ce sont vos arguments, que les juges français, que s'ils étaient aussi bien payés que les juges britanniques, que qui sait, peut-être que comme les douaniers, si je me permets de faire l'allusion, un douanier, s'il ne gagne que 1 000 ou 2 000 euros, il est plus facilement, je me prête à ce mot mathématique, influençable ou corruptible, que celui qui gagne, qu'on met à l'abri économique pour ne pas justement facilement se laisser corrompre par des besoins. Mais c'est moi qui dis cela ainsi, mais c'est votre argument. Donc, on refait descendre doucement, mais je veux que vous nous le disiez parce que c'est un argument qui vous était propre. Monsieur le procureur, on met juste les pendules à l'heure s'il y a des choses qui vous semblent être hors de propos, hors de sujet pour établir par rapport à cette notion pédagogique et d'information. Un dernier mot de Maître Roméo, Monsieur Roméo, excusez-moi, Michel, donc l'observateur de ce soir, s'il avait un mot, mais après le procureur. Nous reviendrons avec Maître Falla, parce qu'il y a tas d'arguments. Vous nous avez parlé d'ingérence du lobby colonial, où vous êtes très arrogant des syndicats. Bon, mais on va c'est précis sur les sites, parce qu'on va me donner le thème tout à l'heure, mais encore une fois, on a une demi-heure de plus, mais pour la manquer. Les lobbies politiques, d'accord, mais on a parlé tout à l'heure du ministre, donc on ne reviendra pas là-dessus. Les lobbies militaires, à l'époque de Vichy, comme le disait Maître Rode, mais vous avez autre verbe à tenir là-dessus. Et le lobby, encore une fois, économique, quand vous parlez de la ferme de Campèche, donc je vous laisserai développer ça. Mais déjà, monsieur le procureur, éclaircissons sur ceux sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, sur ceux que vous estimez avoir été peut-être une forme d'interprétation, pour qu'on reste dans ce cadre d'information. Je vous remercie d'être ce garant-là. Je dirais que oui, bien sûr, la justice n'est pas la même selon les époques, selon les circonstances, selon les territoires. C'est absolument normal. C'est quelque chose même qui doit être.
On ne juge plus aujourd'hui comme on jugeait au Moyen-Âge en passant les gens à la torture. On ne juge plus aujourd'hui comme on jugeait à la Révolution en envoyant les gens à la guillotine juste avec une juridiction qui dit le droit. On ne juge plus aujourd'hui comme dans les années 40 au titre de lois qui sont des lois iniques pour notre période d'aujourd'hui. Je voudrais juste ajouter une chose. Dans la prestation de serment des magistrats, puisqu'on évoquait tout à l'heure la prestation de serment des avocats, elle est très courte, la prestation de serment des magistrats. Elle dit « Vous jurez d'être un digne et loyal magistrat et de respecter le secret des délibérés. » Digne et loyal magistrat. Alors dans la dignité, rappelons-le quand même, il y a l'aspect de l'humanité qui n'est pas expressément donné, puisque c'est une dignité de l'homme en tant que tel, et c'est aussi la dignité d'une personne qui est à la hauteur de la compétence qu'on attend de lui pour pouvoir traiter correctement les affaires. Et la loyauté. La loyauté, c'est pas la loyauté par rapport au roi, c'est pas la loyauté par rapport à je ne sais quelle autorité, je ne sais quel lobby, je ne sais quelle personne qui viendrait influencer, c'est la loyauté par rapport à la loi. À la loi du moment. Parce que le juge n'est pas quelqu'un d'omnipotent qui décide qu'il y a des bonnes et qu'il y a des mauvaises lois. Il applique la loi telle qu'elle existe, au moment où il se trouve, dans le pays où il se trouve, avec les textes dont il dispose, et il le fait loyalement, dans certaines limites cependant. Et ces limites, ce sont les limites finalement des principes fondamentaux de la Révolution française. Il y a des choses que l'on ne doit pas accepter. Il y a des choses, même quand elles sont dites par la loi, qui ne doivent pas être appliquées. On le sait tous. On a vécu, bien sûr, pas moi, bien sûr, les années 40, mais aussi il y a une période de la guerre d'Algérie qui a été absolument dramatique de ce point de vue-là, et certainement que chacun, dans sa tête, dans son souvenir personnel ou dans sa famille, a d'autres exemples de ce type-là, où des lois iniques ont été appliquées. Mais c'était la loi. C'est donc un travail qui est évidemment difficile. Alors, je dis simplement que l'indépendance de la justice, ce n'est pas une indépendance par rapport à la loi, et que quand, même dans les années 40, des lois étaient votées, il fallait les appliquer avec humanité, avec rigueur, et peut-être insuffisamment, mais je ne suis pas juge, moi, de mes collègues de l'époque. Je n'aurai pas cette prétention-là, et je n'ai pas du tout la prétention de dire qu'aujourd'hui, on serait meilleur magistrat que ceux qui existaient à la fin des années 30. Certainement pas. Certainement pas. Je suis même sûr que ça n'est pas le cas. Merci. Par rapport au lobby, par rapport aux gens qui déjeunent ensemble dans les restaurants, il y a, comme tout à l'heure, quand on évoquait la question d'autres autorités administratives, une relation qui doit se faire. La justice n'est pas une justice aveugle. Par contre, je le répète, si une décision est tordue sous l'influence d'un piston, d'une autorité illégitime, c'est une faute professionnelle. C'est de la responsabilité des avocats, c'est de la responsabilité des procureurs de le dire, de le clamer et de le faire respecter. Et moi, je vous le dis, en toute humilité quand même, je nous fais assez confiance sur ce sujet. Je nous fais assez confiance. Vous voyez que la justice est une production collective en réalité. Ce n'est pas la production d'une personne tout d'un coup. Et puis, pour les relations personnelles, et bien sûr qu'il y a des relations personnelles. Bien sûr que les magistrats sont des hommes, que les magistrats sont des femmes qui vivent dans la collectivité, dans la société, qui sont mariés, qui ont des enfants à l'école, qui mangent au restaurant. Mais quand ils sont dans leur exercice professionnel, ils doivent avoir cette impartialité garantie par cette indépendance qui n'est pas une indépendance théorique, idéale, monsieur Roméo, pas du tout. C'est une indépendance qui est dans les textes, qui est dans la Convention européenne des droits de l'homme, qui est un texte opérationnel, un texte positif. Et je vous prie de croire qu'un avocat digne de ce nom, qui serait en mesure de pouvoir établir que quelque chose a été tordu par une influence extérieure qui aurait modifié l'impartialité de la juridiction, serait à même de faire casser la décision. Ce serait son devoir, et moi j'en serais parfaitement content, parce que mon métier, ça n'est pas ça. Merci. Alors, je crois qu'avec ce mot, nous avons peut-être déjà dépassé le timing même d'une minute. Je demande à la technique de m'accorder vraiment 2 minutes, puisque nous n'aurons plus le droit de revenir sur ce sujet. Vraiment 2 minutes.
Messieurs, vraiment, on fait que citer. Parce que vous avez vu, en 3 fois 30 minutes, la verve nous prend et on passe à côté. Donc, je ne vais pas citer vos exemples à vos places. Donc, Monsieur Roméo, vous allez juste, en conclusion, pas tout de suite, donner pour vous, est-ce un bien ou un mal, après tout ce que vous avez entendu, vous, observateurs. Donc, je vais vous d'oublier tous les arguments avec lesquels vous étiez venus. Juste me répondre oui ou non à la fin. Est-ce qu'au vu de tout ce qu'on a dit, pour vous, l'indépendance ou l'absence d'indépendance ou la limite de cette indépendance est un bien ou un mal? Ce sera le mot de conclusion. Mais Maître Fala, vraiment, vous avez vu, je dis 3 minutes qu'on déborde. Et vous savez le risque quand on déborde en termes de minutes. Donc, on cite que les exemples, d'accord? Vous m'avez cité en préliminaire qu'il y a aussi une ingérence, à titre d'exemple, pendant la guerre mondiale. Eh bien, encore une preuve, une démonstration que le pouvoir militaire s'ingérait dans la justice. Expliquez-nous ça. Eh bien, on partage les 3 minutes avec tout le monde. Donc, ici, en 1 minute et demie. Prenez votre micro. Donc, cette ingérence du pouvoir militaire, cette ingérence du lobby économique par la ferme de Campèche, d'accord? Vraiment la citation. L'ingérence du pouvoir militaire, Monsieur le bâtonnier l'a développé, je ne le reprendrai pas, parce qu'il l'a déjà développé. Merci. Et très bien développé. Qui peut mieux faire qu'un expert? Merci. En ce qui concerne la ferme de Campèche, la ferme de Campèche est très importante pour le monde agricole guadeloupéen, pour notre alimentation locale. Et on a vu, on a assisté, je n'invente rien, à l'occasion des propositions, des demandes formulées par les syndicalistes au niveau du tribunal. On a assisté à des renvois. Et oui, il y avait toujours une raison pour renvoyer. Parce que manifestement, le lobby colonial veut absolument s'emparer par l'argent, j'entends, de ces hectares de terre. Et ça, c'est une réalité. Maître Rod, en quoi le fait qu'on soit arrivé à un système, et on a débordé, c'est seulement, on répond oui, non, très court, que le fait que désormais la loi soit initiée, c'est-à-dire les textes de loi soient faits désormais par des députés, votés encore par des sénateurs, donc des gens élus, et vous me disiez que ces gens-là, en réalité, parfois, et le peuple vous prendra à témoin, qui pensent à leur mandat, fait que justement ça contribue à une absence d'indépendance de la justice. En même pas 40 secondes, excusez-moi, maître. Non, la loi est actuellement moins bien rédigée que le code civil et le code pénal au départ. C'est le code civil, le code pénal étaient rédigés par les meilleurs juristes de l'époque. Quand on fait appel aux professeurs de droit pour rédiger des textes, évidemment, ils sont mieux faits que par les députés, par les sénateurs. C'était une question de forme. Ensuite, il arrive parfois, et je ne reprends pas les exemples, qu'il y ait des lois de circonstance qui sont imposées par des majorités et qui règlent, évidemment, le juge, lui, doit appliquer la loi et il n'a pas à voir si c'est une bonne loi à son avis ou une mauvaise loi, il doit l'appliquer. Il est permis à tout un chacun, à tout citoyen, d'avoir une opinion sur cette loi et de militer. Par exemple, j'ai milité, c'est l'arrêt Ezelin, un exemple, pour qu'on abolisse la loi sécurité et liberté. Le citoyen a ce droit-là. Mais ceci par voie de manifestation, de conférence, par voie de défilé, afin que le législateur revoie sa copie. Parfois même qu'on change, puisque c'est le peuple qui décide. Et maître, on n'a plus le temps, maître. On n'a plus le temps. Le législateur. Alors voilà le développement succinct que j'avais à faire. Je vous prends la parole. Maître, je vous prends la parole. Donc, à la technique, si on fait bien me rendre la parole, merci. Donc, nous faisons la conclusion. Non, sincèrement, faut pas. Vous savez qu'on sera coupé, maître. Donc, oui ou non. Et là, c'est vraiment les 30 secondes globales. Je fais un tour de table rapide. Vous me dites, selon votre bilan, je ne veux pas connaître le bilan, est-ce pour vous une bonne chose ou une mauvaise, mais une réponse de 3 secondes, cette indépendance de fait ou pas?
est-ce une bonne chose la situation actuelle, oui ou non? Monsieur Michel Roméo, observateur choisi pour ce jour. Le débat de ce soir a démontré que la justice est dépendante. Est-ce une bonne chose? Je crois que les résultats sur le terrain sont en train de Oui prouver ou le non, contraire. Michel? Non, la justice n'est pas... C'est pas une bonne chose. Elle n'est pas indépendante et ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose pour la justice. Maître Fala, vraiment succinct, on va nous couper. Est-ce qu'elle est indépendante ou pas? Est-ce un bien, oui ou non? En 5 secondes. La justice en Guadeloupe est coloniale. Elle ne D'accord. peut pas être indépendante. Merci. Est-ce une bonne chose ou pas? Si elle est coloniale, c'est une très mauvaise chose. Merci beaucoup, Maître C'est Fala. dommage. Maître Ward, même question. Je m'excuse du propos brut. Donc, indépendante ou pas, est-ce une bonne chose ou pas? Le système colonial repose sur la justice coloniale. D'accord? Ah, c'est une réponse en deux. D'accord. Monsieur le procureur, donc je vous laisse le mot de conclusion et on en terminera là. Je crois qu'on ne peut pas obtenir la justice, avoir la justice, s'il n'y a pas certaines garanties. Et ces garanties, c'est l'impartialité du juge, c'est l'indépendance du juge. Tout est fait dans la loi pour pouvoir y parvenir. C'est un objectif, c'est quelque chose qui est nécessaire. Et moi, je dis simplement que ceux qui demandent justice ont droit à ça, peuvent l'exiger et ont tous les moyens de l'obtenir. Merci. Ce soir, c'était donc le thème de l'indépendance de la justice. Il vous reste à vous d'en débattre avec vos amis, avec vos proches, de développer ceci à votre niveau. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème. Et je rappelle que vous pouvez nous suggérer vos avis, vos contradictions à Canal 10 Télévision. Donc, Jarry Welbo, 97 122 Guadeloupe, donc 97 1. Et à la semaine prochaine. Ma seule ambition, être heureux. Et vous? Structurel, ce que dit strictement la loi, rien que la vérité. Donc donnons déjà tout de suite la parole à Monsieur Prêtre, le procureur de la République. Le sujet de ce soir, c'est l'indépendance de la justice. Mais en fait, l'indépendance, pour l'indépendance, ça n'intéresse personne en réalité. L'indépendance, elle est simplement au service d'une qualité particulière qu'on attend de la justice, et cette qualité, c'est l'impartialité de la justice. C'est la capacité à pouvoir se détacher de la contingence, à pouvoir se détacher de la qualité peut-être d'une partie par rapport à une autre, à pouvoir se détacher de soi-même, de ses propres préjugés, de ses propres convictions, à pouvoir se détacher du contexte local, politique, etc., de manière à voir les choses telles qu'elles sont, le plus objectivement possible, le plus impartialement possible. Et un des moyens qu'on a trouvé pour ça, c'est d'octroyer, de donner l'indépendance à ceux qui ont la charge de rendre la justice. L'indépendance par rapport à toutes ces contraintes. Merci. Je retiendrai quelques mots sur lesquels je vous demanderai de nous aider. Indépendance égale impartialité, détachement. Nous avons entendu aussi détachement de contexte, détachement de contingence et bien d'autres sur lesquels nous vous tiendrons compte, monsieur le procureur. Mais tout de suite, vous verrez que être avocat et être procureur ou être juge, même si tout cela, nous pourrons dire, c'est sous la casquette de magistrat, les avocats nous donneront un autre axe, toujours dans ce type de rendez-vous. Commençons par Maître Rod, si vous voulez bien. Maître Rod, le micro. Donc, dans un premier temps, pour vous, indépendance de la justice ou indépendance et justice? Je scindrai les mots indépendance et impartialité. Je prendrai l'indépendance stricto sensu au sens d'une justice souveraine. Il n'y a pas, il est vrai, avec la Constitution de la Ve République,
une puissance judiciaire, parce que Debré, le père, l'a dit, et je crois c'est vrai. Sa vue, par expérience aussi influençable, de tous ceux qu'il a eu à défendre dans sa longue carrière, de l'indépendance dans la justice, ou indépendance et justice. Maître Fala, c'est à vous. L'indépendance de la justice est une utopie. C'est une notion en point d'ambiguïté. Bref, elle est toute relative. L'indépendance de la justice, pour la saisir, il faut la situer à la fois dans l'espace et dans le temps. Y a-t-il une justice indépendante, par exemple, en Guadeloupe? Parce qu'il faut être sérieux. Je réponds non. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier que la justice est rendue par des hommes. Des hommes qui ont leur philosophie. Des hommes qui ont leurs opinions, leurs préférences. Quand il s'agit de juger, par exemple, un syndicaliste, quand le lobby colonial ou économique intervient, téléphone au préfet qui lui-même essaie d'appeler le président du tribunal. Ça, on ne le voit pas. Mais ça, nous le savons. Nous ne sommes pas des naïfs. Peut-on parler d'indépendance de la justice? Il y a aussi un autre fait. Les magistrats sont désignés par l'exécutif. Par exemple, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le président de la République qui mande, qui norme, qui désigne les membres, les 9 membres du Conseil supérieur de la magistrature. C'est un politique. Par conséquent, parler d'indépendance de la justice, naïvement, revient. Il n'y a pire chose que le gouvernement des juges. Il faut donc que les juges, eux aussi, soient à leur place. L'indépendance signifie qu'ils ne s'occupent que d'une chose, la justice. En ce sens, ils doivent rendre une justice souveraine, impartiale, équitable, et j'ajouterai le mot que Badinter a ajouté pour le serment des magistrats, et qui a semblé à tous, et je crois que c'est une erreur, une appréciation incluse dans le mot indépendance et dans les mots indépendance et impartialité, j'ajouterai le mot humaine. Parce que de dire, d'affirmer et d'arriver à ce que la justice soit humaine, c'est manifestement la meilleure des choses. Et c'est pourquoi Badinter a ajouté le terme humanité au serment de l'avocat, parce que l'avocat doit agir, lui aussi, avec humanité. C'est supposé pour les juges, mais je pense que cela va encore mieux en le disant. Voilà ce que je dis à propos du serment de la magistrature, qu'on n'a pas voulu changer, mais qui aurait pu être humainement complété par ce terme tiré de l'homme lui-même. Merci, Maître Rod. Donc déjà, je retiendrai citation de Debré et de Badinter, mais surtout, dans l'association d'indépendance dite à la justice, vous retenez surtout justice souveraine. Donc j'essaie déjà de placer quelques mots-clés qui nous seront utiles tout à l'heure dans le débat, dans les anecdotes qui sont dites, et vous en verrez le sens. Et notamment, un autre mot fort avec Maître Rod, justice humaine, donc impartialité avec le caractère humain. Mais tout de suite, passons avec Maître Fala, qui nous donne son sentiment. Rien que la vérité. Aujourd'hui, le thème,
Indépendance de la justice, 3 points de suspension, point d'exclamation, comme vous le voudrez. Nous confirmerons tout cela à la fin de ce rendez-vous. Avec nous sur le plateau, pour réagir, informer, nous raconter et nous confirmer ce qui est ou n'est pas. Nous avons, dans un premier temps, le procureur de la République, Monsieur Prêtre. Bonjour, Monsieur Prêtre. Bonjour, monsieur. Nous avons, d'autre bord, 2 avocats avec nous que vous connaissez. Maître Rode, avocat historien, connu déjà des médias. Et nous avons Maître Falla, un maître qui s'est donné de sa personne, un avocat qui marque l'histoire lui aussi à sa manière. Toujours de ceux qui ont des exemples à nous donner, des vérités pour vous, à nous rappeler. Eh bien, nous avons M. Michel Roméo, que vous connaissez vous aussi, citoyen observateur, mais aussi président d'une association des usagers de la route. M. Michel Roméo, bonjour. Bonjour, M. Malael. Bonjour à tous, M. le procureur, M. les avocats. Mais tout de suite, indépendance de la justice. Je ne donnerai pas trop d'indications sur ce que l'on doit s'imaginer ou interpréter. Je donnerai la parole à chacun sur ce plateau. Et pour reprendre le propos de Maître Falla, qu'y a-t-il de meilleur comme définition que vous donner des exemples? Ce rendez-vous est là pour cela. Confronter des expériences, des avocats, pourquoi? Parce qu'eux sont là pour représenter, mais surtout, nous nous attarderons à des faits qui vous ressemblent, des faits à l'échelle nationale, mais aussi à des articles de loi, pour que demain, nul n'ignore qu'est-ce que la loi. Mais tout de suite, partons sur des bases, puisqu'autant des avocats, et comme notre observateur citoyen le disait, se laissent sensibles à des choses. Un procureur est différent. Il doit rester d'un point de vue... À tromper les téléspectateurs. Il faut qu'on sache qu'en pratique, l'indépendance de la justice est une utopie. Pour être gentil, elle est toute relative. Merci, Maître Falla. Donc, comme vous le voyez, déjà se démarquent des avis par un parcours, mais surtout, comme à notre habitude, vous aurez des faits pour asseoir chacun de ces propos en termes d'introduction. Donc, nous ne sommes qu'à l'introduction, mais donnons déjà la parole à un observateur qui se veut, rappelez-vous, celui qui a su influencer ceux qui sont là pour nous protéger par l'intermédiaire des radars, qui a su dire ces radars sont mal placés, ces radars mésestiment des situations et qui a eu une influence. Parce que souvent, dans l'ombre des personnages agissent pour nous, mais nous n'avons pas forcément la reconnaissance. Donc, c'est pour cette raison que ce monsieur a sa place parmi nous comme citoyen observateur de marque, mais notamment aussi président des usagers de la route. Entendons Michel Roméo. C'est à vous la parole pour votre introduction. Bonsoir, M. Malael. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Je vous remercie beaucoup de me donner cette possibilité. Le sujet est important. Il est très important parce qu'il interpelle beaucoup de gens, non seulement les citoyens, mais aussi les magistrats. Et je le dis parce que j'écoute parler. Et le terme indépendance, c'est un désir profond que chacun aspire à avoir, mais malheureusement, il y a un problème profond dans ce domaine. Et lorsqu'on parle d'indépendance, on parle d'indépendance par rapport à quoi? Indépendance par rapport à l'autorité, indépendance par rapport aux citoyens. Ça, c'est très important. Et je vais rapidement essayer de porter une précision à ce sujet. Lorsque vous rentrez dans un tribunal, et ce n'est pas le procureur qui va me contredire, vous avez le symbole de la justice qui est la balance. Alors, pour qu'il y ait justice, il faut que les deux plateaux de la balance soient équilibrés. Or, en ce qui concerne